Je me souviens très bien du moment où j'ai compris qu'il fallait écrire ce roman. Ça remonte à, on va dire, une petite quinzaine d'années quand même. J'ai, dans ma quête personnelle, participé à une émission. Et je participe à cette émission, on est peut-être 5 ou 6 cherchants, comme je les appelle. Et tous les autres cherchants ont retrouvé leurs proches, sauf moi. Ce qui m'a aidé à tenir, c'est en fait cette possibilité de résoudre l'impossible. Qu'est-ce qu'on fait avec l'absence? Qu'est-ce qu'on fait avec les récits qui portent des trous? Est-ce qu'on doit essayer de les remplir? Est-ce qu'on doit poser les questions qui gênent ou pas? Je suis persuadé que toutes les familles ont un secret, et donc cette petite histoire, même si elle parle de l'Irak lointain, de l'URSS, d'une époque révolue, j'espère qu'elle résonne chez les lectrices et les lecteurs. Salut, c'est Laetitia et Shannon des éditions Hachette et vous écoutez L'Intention, le podcast où les écrivains révèlent ce qui est au cœur de leur dernier livre et qui a guidé son écriture. Aujourd'hui, nous recevons Ferhat Alani, grand reporter français d'origine irakienne, lauréat de nombreux prix littéraires pour son œuvre d'écrivain. Entre autres, le prix Albert Londres pour son roman graphique Le Parfum d'Irak en 2019 et le prix Sangor du premier roman pour Je me souviens de Falloujah en 2023. Dans son deuxième roman, Le ciel est immense, paru chez Jean-Claude Lattès, Ferhat Alani raconte l'histoire de Teymour, photographe français d'origine irakienne hanté par le fantôme de son oncle Adel, un pilote mystérieusement disparu dans le ciel obscur de sa mémoire familiale. Comment raconter l'histoire d'un secret dont on ne sait rien? Comment s'ériger contre le silence et retrouver une voix effacée dans un ciel immense? C'est la question de Teymour, et c'est aussi celle de Ferhat Alani. Alors le ciel est immense, déjà fait référence à la liberté, à l'évasion, et notamment du personnage d'Adel, qui est un aviateur qui un jour disparaît, mais avant de disparaître, il est un peu contraint par tout un tas de pressions, des pressions sociales, pressions politiques. Et donc pour lui, le seul espace de liberté, c'est le ciel, et le ciel immense, qui fait référence à une lettre que Adel écrit à sa mère. On est en 1967, durant la guerre des 6 jours, et il est dépassé par les enjeux de ce qui lui arrive, et il dit à sa mère « Le ciel est immense, maman, trop vaste, vais-je me perdre ?» Et le titre vient de là. Pour Teymour, le narrateur, un jour, il se retrouve dans son appartement, il neige dehors sur Paris, ce qui est assez rare, il le note et il profite de ce moment un peu rare pour s'ennuyer. Et il zappe sur différentes chaînes de télévision et un jour il tombe sur une émission de recherche qui s'appelle Jdi Menia en russe, qui veut dire « Attends-moi » en français. Et cette émission va le confronter à nouveau à un silence qu'il a porté depuis l'enfance et à pas mal de non-dits. Et donc je dirais que le moteur narratif part de ce silence. Donc c'est pas un roman contre le silence, mais un roman qui démarre avec le silence. Je me souviens très bien du moment où j'ai compris qu'il fallait écrire ce roman. Ça remonte à, on va dire, une petite quinzaine d'années quand même. J'ai, dans ma quête personnelle, participé à une émission qui existe donc dans le roman, mais qui existe dans la vie et qui me concerne sur le plan personnel. Cette émission Jdi Menia, Attends-moi, a existé et existe toujours, et j'y ai participé. J'y ai participé parce que je cherche encore un ou plusieurs membres de ma famille qui se trouveraient dans l'ancienne URSS, donc en Russie aujourd'hui. Et je participe à cette émission, on est peut-être 5 ou 6 cherchants, comme je les appelle, et tous les autres cherchants ont retrouvé leurs proches, sauf moi. Et quand je reçois ce coup de fil du service enquête de cette émission, qui je précise sont tous des anciens du KGB, on me dit c'est bizarre, nous en principe on retrouve tout le monde, et pour vous on ne retrouve pas ces gens-là. Donc il y a quelque chose d'opaque et d'assez unique, et moi quand j'entends ça, c'est là que naît l'idée de me lancer dans la fiction. Première intention, ouvrir les archives comme autant de fenêtres vers la fiction.
Dans le réel, comme on dit, j'avais quelques photos, quelques cartes postales, quelques lettres et un récit familial que je trouvais bancal depuis le début. On va dire une sorte de version officielle de sa disparition, de cet oncle Adel, que l'on déclare mort dans la famille. Mais quand je posais des questions, moi, sur ce qui s'était réellement passé ou sur éventuellement l'enterrement, je m'étais rendu compte que personne n'avait revu, ne serait-ce que, comment dirais-je, le corps de cet oncle ou ne pouvait me donner des détails sur l'enterrement. Donc en fait, ça m'a posé question, mais sur la partie enquête, toutes ces preuves que j'avais n'étaient pas seulement des preuves, c'était également des petites fenêtres vers de la fiction, parce qu'ils étaient sujets à interprétation. Donc j'avais ça comme matière, et puis de mon côté, je me suis renseigné aussi sur l'époque, donc pas mal de documentation, pas mal d'échanges avec des personnes qui ont vécu en Irak et en URSS à cette époque. Donc c'est surtout cette partie-là. Et puis, je le mentionnais, cette émission de télévision Jdimenia qui a participé quelque part à cette enquête. Ce qui a été le plus éprouvant dans mon travail d'écriture a été d'essayer d'inventer la vie d'Adel. Cet oncle aviateur qui a disparu parce que je ne l'ai pas connu. Il est un personnage fictif, mais également un personnage réel. Il a réellement été mon oncle. Et j'avais que des petits morceaux d'histoire, des détails sur sa personnalité, quelques photos, je le mentionnais, mais très peu de choses sur son parcours en tant que tel. Donc ça a été assez laborieux. Je me suis aidé évidemment, je suis appuyé sur quelques membres de ma famille, dont ma mère, qui est la sœur de cet oncle. Donc j'ai pas mal de détails comme ça, et puis pour le reste, j'ai essayé en tout cas de me mettre dans la peau de ce personnage, et on va dire que sur toute la partie enquête, recherche du vivant, recherche des moindres détails de cette époque, ça a été la partie la plus compliquée, de me mettre dans la peau d'un aviateur que je n'ai pas connu. Dans ce roman, il y a aussi effectivement une forme de réparation. Et ça a porté sur la partie du narrateur Teymour, qui quelque part mon double littéraire. Alors il n'a pas tout à fait le même âge, il n'a pas tout à fait le même caractère que moi, mais il a cette même quête. Et j'avouerais que cette partie-là a été plus agréable à écrire, plus facile aussi, puisqu'elle me ressemble. Et il y a une forme on pourrait appeler ça une forme de réparation, ou en tout cas de réconfort à l'idée de mettre cette histoire sur papier et qu'elle soit connue, révélée quelque part, et peut-être qu'elle puisse me permettre d'avancer dans mon enquête. Ce qui m'a aidé à tenir tout au long de l'écriture, qui, je dois le dire, a vraiment été difficile, cette écriture. J'ai un premier roman, c'était pas facile, mais là le deuxième a été beaucoup plus compliqué pour plein de raisons. Et ce qui m'a aidé à tenir, c'est en fait cette possibilité de résoudre l'impossible. Alors, c'est pas du tout un roman polar avec une question ouverte au début et une réponse précise à la fin, sans divulgacher, comme on dit, quoi que ce soit. Mais c'est un roman qui traite de différentes thématiques. Par exemple, je pourrais en citer une ou deux, l'absence. Qu'est-ce qu'on fait avec l'absence? Qu'est-ce qu'on fait avec les récits qui portent des trous? Est-ce qu'on doit essayer de les remplir? Est-ce qu'on doit poser les questions qui gênent ou pas? Il y a aussi la question du secret. Dans les romans, les secrets de famille sont une matière qui toujours traitée. C'est comme, j'ai envie de dire, c'est comme les chansons d'amour. Voilà, on dit qu'il y en a beaucoup, oui, mais elles sont toutes singulières. Et je pense que ces histoires-là, aussi de secrets de famille, sont singulières. Donc on va dire que c'est ce qui m'a aidé à tenir jusqu'au bout, et avec aussi, je le cache plus maintenant, dans l'idée que ce roman soit une sorte de rebond dans mon enquête qui n'est pas achevée, dans ma quête personnelle. J'espère un jour retrouver les gens que je cherche, et peut-être que ce roman et cette écriture va m'y aider. Deuxième intention, suivre les méandres non linéaires de la mémoire. J'ai choisi une construction non linéaire parce que j'ai une obsession parmi d'autres dans l'écriture, c'est la mémoire. Et la mémoire, par essence, elle est fragmentée et fragmentaire. Et ça a été prouvé même dans différentes études. Nous tous, lorsqu'on se souvient d'une histoire, mais qui a peut-être même eu lieu la veille, on reconstruit.
et on raconte pas tout à fait ce qui s'est passé de façon linéaire. Et ça a été quelque chose que j'ai conscientisé dans mon écriture, et en même temps avec la crainte de perdre les lectrices ou les lecteurs si on morcelle trop les temporalités. Mais c'est comme ça que j'ai essayé d'écrire, et c'est la raison pour laquelle il y a pas mal de temporalités. Vous l'avez mentionné, l'Irak des années 30, il y a l'URSS des années 60-70, le Bagdad des années 60-70, le Bagdad des années 2000, mais j'essaye de tisser quelque chose de cohérent dans les méandres de la mémoire. Je suis persuadé que toutes les familles ont un secret, et donc cette petite histoire, même si elle parle de l'Irak lointain, de l'URSS, d'une époque révolue, j'espère qu'elle résonne chez les lectrices et les lecteurs. Troisième intention, rendre hommage à sa mère et à toutes celles et ceux qui persévèrent. Teymour, c'est un personnage qui a gardé beaucoup de son enfance. Là, c'est Teymour adulte qui raconte, mais il a gardé cette âme d'enfant et sa curiosité, ses questionnements et sa volonté. D'où la signification du prénom. Teymour en arabe veut dire volonté de faire. C'était volontaire. J'ai choisi aussi ce prénom pour cette raison. Mais je dois le dire, et c'est pas mentionné dans le roman, j'ai aussi choisi ce prénom en hommage à ma mère, parce que c'est le prénom qu'elle voulait me donner. Alors c'est pas mon prénom, mais c'est celui qu'elle voulait me donner. Donc c'est un peu quand même le roman qui raconte une partie de la vie de ma mère aussi. En parlant de cet oncle, je parle de ma mère. Et donc c'est une forme d'hommage. Mais ce narrateur, il est non seulement curieux, et il persévère, alors qu'il fait face à des murs, à des silences bien opaques, et il ne lâchera jamais l'affaire. Dans ce roman, il y a effectivement pas mal de personnages secondaires, mais qui jouent... alors j'aime pas trop le terme de secondaire, parce qu'ils jouent des rôles, je dirais, majeurs. Il y a des personnages de femmes. Ça, j'ai tenu, et pareil, je l'ai conscientisé à l'écriture, je voulais rendre hommage à certaines femmes que j'ai connues et d'autres que je n'ai pas connues. Il y en a 3 en particulier. Il y a le personnage de la grand-mère, Bibi Nahda, qui est un personnage, je trouve, assez fort, pour différentes raisons. C'est une femme qui fume dans les années 40. On est en Irak, dans une société patriarcale, où ça ne se fait pas. Donc c'est un affront un peu à la société. C'est une femme qui lit. Dans les années 40, les femmes ne lisent pas, elles ne sont pas vraiment éduquées. Elle a eu la chance d'aller à l'école. Elle créait même des cercles littéraires. Et cette femme s'est retrouvée veuve assez tôt, et voit son fils disparaître. Donc elle est une sorte de gardienne du récit familial, une gardienne du secret, peut-être aussi. Il y a une autre femme qui est la tante Yasmine, qui est quelqu'un aussi de très charismatique, qui est un personnage très fort et qui est confrontée à Teymour, qui est confrontée à des questionnements gênants. Et puis il y a le personnage de la mère de Teymour, qui est la sœur aussi d'Adèle, qui est un personnage plus taiseux, plus sombre parfois, et en même temps, je l'espère, assez attachant. Il y a aussi Oday, qui est le fils irakien d'Adèle, sans en dire trop. C'est quelqu'un qui joue un rôle important, qui va peut-être se mettre d'accord avec Teymour sur cette quête. Et c'est des personnages qui nous permettent aussi de faire des allers-retours dans le temps et de répondre à des questions restées sans réponse. Quatrième intention, raconter comment la quête de liberté peut devenir une prison. Adèle est un personnage très complexe et en même temps représentatif d'une époque. On est donc dans les années 60 et par une histoire d'amour qui a lieu en Irak et qui va se terminer par une rupture, il va vouloir être pilote. Cette femme qu'il rencontre n'est autre que la fille du président irakien. Et donc on est là dans un rapport de classe sociale aussi qui existe pas seulement en Irak, mais qui est très présent à cette période-là. Et pour éventuellement se marier, cette femme va lui dire il faut que tu aies un statut assez élevé, et moi j'aimerais que tu sois pilote. Et donc Adèle, il devient pilote par amour, quelque part. Et malgré la rupture, il va garder cette voie, peut-être en hommage à elle, peut-être pour se rappeler éternellement cet amour. Il va devenir pilote. Et
il se rend pas compte au départ que cet Irak-là va être bousculé sur le plan militaire, politique, avec des alliances, on est en pleine guerre froide, avec des guerres. Lui, quand il se lance dans cette idée d'être pilote, il veut simplement goûter au ciel, à la liberté, et peut-être se réfugier loin de tout ces tiraillements, de toute cette pression sociale, politique qui a lieu en bas, sur la terre d'Irak. Sauf qu'à un moment donné, il va être dépassé par les enjeux, il va être envoyé là où il ne veut pas être, c'est-à-dire à la guerre. Et il y a cette fameuse guerre des 6 jours où, avec son camarade Samir, un pilote chevronné, ils vont participer à une guerre qui va être une sorte de défaite pour les pays arabes face à Israël, et il va être complètement perdu dans ce qu'il appelle le grand échiquier géopolitique de la région. Et cet espace de liberté qu'il espérait au départ va quelque part devenir une prison. 5e intention, révéler les détails qui semblent anodins et qui éclairent la grande histoire. Dans cette histoire, mais comme dans d'autres que j'ai essayé d'écrire, j'aime beaucoup les petits détails qui semblent anodins, mais qui peut-être ouvrent de très grandes portes. Teymour, à un moment donné, il va être confronté à un détail sémantique autour de la cacahuète. Dans le dialecte irakien, dans l'arabe d'Irak, pour dire cacahuète, on dit festaq abed, qui, quand je traduis, veut dire pistache de l'esclave. Lui, Teymour, petit français qui sait ce qu'est, enfin qui a appris à l'école aussi ce qu'est l'esclavage, le racisme, etc., va être choqué par ce détail qui est complètement intégré dans le dialecte irakien, et les gens qui l'emploient, notamment cette tante, Yasmine, certainement ne se rend pas compte que c'est problématique. Mais lui va l'interroger là-dessus et va réussir à changer ce mot. Quand on lui offre ses cacahuètes, il retourne le paquet et puis il voit que ces cacahuètes viennent du Soudan. Donc il va insister auprès de sa tante et des membres de sa famille pour qu'on arrête de dire pistache de l'esclave et qu'on dise pistache du Soudan. Ça, je l'ai inscrit parce qu'en fait, je situe dans cette scène un personnage qui est très important, qu'on a évoqué, qui est Bibi Nahda, qui va assister à ça et qui va se rendre compte réellement que Teymour a une volonté de faire et qu'il est prêt à changer le moindre détail. Et ce petit détail va autoriser la grand-mère, la gardienne du récit familial, à enfin parler. Je ne peux pas concevoir d'écrire des parcours personnels sans toucher à la grande histoire. C'est peut-être aussi parce que je suis reporter par ailleurs et que j'ai raconté pendant des années la grande histoire à travers des petites histoires. Donc peut-être qu'un jour j'y arriverai, mais moi en tout cas ça me plaît de faire les deux à la fois, c'est-à-dire aller dans le détail d'une personne comme Adel, ce qu'il porte, ce qu'il pense, ce qu'il dit, ses ruptures amoureuses, je l'ai évoqué, ses histoires d'amour, ses épopées, et en même temps l'inscrire au cœur d'enjeux qui non seulement le dépassent, mais qui sont très importants aussi pour comprendre l'époque. Donc en fait les deux sont intimement liés, c'est-à-dire que même si j'avais voulu faire différent, je ne sais pas si j'aurais pu. Donc la démarche principale n'est pas juste de raconter le parcours d'un personnage qui est une légende familiale, mais c'est de raconter aussi un pays, des relations troubles, comme je le disais plus tôt, et quelque part la grande histoire est un personnage du roman. Tout comme l'est la famille en tant que telle, c'est également un personnage, tout comme l'est l'absence. Tout ça, moi, me semble imbriqué, et c'est ce que j'essaie de faire. Ce roman s'inspire de ma quête personnelle, mais j'ai essayé de ne pas l'écrire comme quelque chose qui puisse répondre à mes questions, moi, dans ma vie. Mais c'est indéniable, j'ai quand même touché des sujets qui me tiennent à cœur. J'évoquais l'absence, le silence, le secret, mais en fait, je me suis rendu compte au cours de l'écriture qu'en inventant parfois, je dirais même en essayant de mentir, on se rapproche sensiblement d'une vérité qui parfois est la vérité en tant que telle. Quand j'inventais des traits de caractère d'Adel, il m'arrivait d'en parler avec ma mère, donc qui l'a connue,
Et elle me disait, mais comment tu sais ça? Et je lui dis, mais moi je ne savais pas ça. Elle me disait, mais en fait ce que tu viens de dire, c'est exactement comme il était à tel moment, etc. Donc si ça a pu répondre à des questions, c'est sur ce plan-là. Donc on va dire pas sur l'enquête, mais sur ma frustration de ne pas avoir connu Adel, Bibi Nahda, etc. J'ai l'impression qu'en essayant de me rapprocher d'eux, je me suis rapproché d'une vérité. Et la suite alors ? Est-ce que l'écriture de ce livre a changé des choses dans ma propre vie ? Je pense qu'il est un peu tôt pour le dire ou le réaliser. Je suis encore en fait dans la... Comment je peux appeler ça ? J'ai l'impression que le livre est encore chaud. Enfin, j'ai terminé il n'y a pas si longtemps. Je suis en train d'en parler. Donc je suis encore dedans. Maintenant, j'ai un espoir. Et j'ai un espoir caché, mais en fait je vais le révéler. C'est que ce roman soit traduit dans d'autres langues, mais en particulier dans la langue russe. J'aimerais en fait qu'il soit traduit un jour. C'est peut-être pas le moment. Il y a une guerre qui se passe et c'est un peu compliqué, mais si un jour ce roman est traduit en russe, je ne désespère pas de recontacter cette émission qui existe encore, de leur envoyer le livre, de leur envoyer l'extrait de mon passage et de leur dire, vous voyez, je n'ai pas lâché l'affaire, je suis un peu comme Teymour, j'ai une volonté de faire et je voudrais poursuivre cette enquête. Donc s'il change quelque chose, ce roman, j'espère que c'est sur ce plan-là. Après, en moi, ça a changé forcément les choses, puisque j'ai l'impression d'avoir rencontré Adel, j'ai l'impression d'avoir rencontré Bibi Nahda. Donc quelque part, peut-être que j'ai pris un peu de maturité sur le plan relationnel avec ces fantômes. Psst, c'est l'heure des cadeaux. Quelle phrase j'aimerais offrir comme cadeau ? Alors ça paraît un peu prétentieux de choisir cette phrase, mais en fait il y a une phrase que j'ai aimé écrire et que j'ai pour le coup vraiment inventée, et qui est liée au titre du roman, qui est Le ciel est immense. C'est une phrase que je vais réciter, mais qui, avant, je devrais juste la contextualiser. Elle est dans quelque chose qui me tient à cœur, c'est de dépeindre de manière sensible, je l'espère, en tout cas je l'essaie, les relations père-fils, mère-fille, mère-fils, père-fille, peu importe. Et là, c'est une lettre que Adel écrit à sa mère quand il est totalement perdu et dépassé par les événements, où il se confie à sa mère. Et cette phrase qui est un peu la chute de cette lettre est le ciel est immense, maman, trop vaste, vais-je me perdre ? Et c'est une question, je pense, qui peut être perçue comme universelle. Si ce livre était une musique ? La chanson qui m'a habité pendant l'écriture de ce roman est une chanson d'une chanteuse égyptienne qui s'appelle Nagat El-Serira, qui est Ana Ba'asha el-Bahr en arabe, qui veut dire « j'aime la mer », M-E-R. Mais dans cette chanson, elle évoque aussi le ciel. Et c'est une chanson qu'écoutait réellement Adel dans sa vie. أنا بعشق الطريق لأنه في لغانا وفرحنا وشعانا وصحابنا وشبابنا وفي ضحكة دموعنا وفي بكيت شموعنا وضعفي الصليب أنا بعشق الطريق. C'était L'Intention, le podcast des éditions Hachette où les écrivains de fiction, de non-fiction, de BD et de jeunesse révèlent l'intention cruciale au cœur de leur dernier livre. Si cet épisode vous a plu, faites-le savoir en nous envoyant des cœurs, des commentaires sympas et des étoiles, et on vous retrouve bientôt pour un prochain épisode.